Bonjour, bienvenue dans le cours de physique 2 du réseau MedNetU. Nous sommes dans la partie qui concerne l'optique et la propagation et nous atteignons la seconde partie de ce cours à travers cette quatrième leçon qui est consacrée aux généralités sur les ondes. Donc cette leçon sera organisée de la façon suivante. Dans un premier temps, nous verrons ce qu'est une onde. En effet, bien que ce mot soit très courant, peu d'entre vous connaissent la définition physique de ce qu'est une onde. Donc nous la rappellerons à travers la dépendance spatiale de l'onde, sa dépendance temporelle, puis nous verrons comment on peut mettre une onde en équation à travers l'équation d'onde. Nous continuerons en présentant les principaux types d'ondes, en tout cas ceux que nous voyons particulièrement en optique. Il s'agit des ondes planes et des ondes sphériques. À partir de ça, nous définirons les notions de front d'onde et de vecteur d'onde. Nous continuerons cette leçon en montrant que la lumière se comporte comme une onde. Et on verra comment on peut passer des notions que nous avons vues en optique géométrique dans les 3 leçons précédentes à l'optique ondulatoire. Comment les deux modèles ne se contradisent pas, mais au contraire se complètent. En particulier, nous verrons quel est l'effet d'une lentille ou d'un prisme sur une onde. Donc, commençons tout d'abord par savoir et par définir ce qu'est une onde. Si vous regardez la photo qui est en fond sur cette diapositive, vous avez un exemple extrêmement courant d'onde qui est tout simplement la houle que l'on voit sur l'océan ou sur la mer. À partir de ce que l'on voit ici, on peut définir généralement une onde comme un phénomène périodique du temps et de l'espace. Alors, rentrons un peu plus en détail dans l'analyse de ce phénomène, toujours en gardant l'analogie avec la houle, nous allons pouvoir parler de la dépendance temporelle de l'onde. En effet, imaginez que vous soyez un pêcheur sur le quai d'un port et que vous regardiez le mouvement du bouchon de votre ligne qui est formé par le mouvement de la houle. La position du bouchon est constante et ne bouge pas. Donc vous restez à une position donnée. Par contre, sur cette position donnée, si vous regardez l'évolution de la hauteur de la position du bouchon, vous avez une fonction périodique qui dépend du temps. C'est-à-dire qu'alternativement, votre bouchon va avoir une position haute, puis basse, puis médiane, et ainsi de suite, avec un effet répétitif. Cette fonction du temps qu'on va appeler h de t. Alors, si on décrit un peu plus cette fonction, voilà ce que nous pouvons en dire. On remarque que le phénomène est répétitif et qu'au-delà d'une certaine durée, on retrouve exactement la même amplitude, que ce soit de là à là, ou en même temps, ou de là à là, pour la hauteur du bouchon. La distance, non pas la distance, excusez-moi, la durée nécessaire pour retrouver la même amplitude est appelée période de l'onde. Son unité est en unité du système international et la seconde. On définit aussi l'inverse de la période, qui est la fréquence. Plus la fréquence va être élevée, plus le phénomène va se reproduire rapidement, puisque la période sera d'autant plus courte. Alors, l'unité de mesure des fréquences, on voit qu'en termes de dimension, c'est l'inverse d'une seconde. Donc, ça pourrait être écrit comme des secondes moins 1.
On a noté ça comme on appelle les secondes moins 1 des hertz du nom du physicien qui les a étudiés. Alors, nous avons une autre quantité qui est importante. On définit la pulsation oméga comme le produit de la fréquence par 2π. Donc, oméga, c'est la pulsation, et ces dimensions sont des radians par seconde. Nous venons de voir comment une onde se comporte en fonction du temps. Voyons maintenant comment elle se comporte en fonction de l'espace, des dimensions spatiales. Voilà donc ce qui se passe au niveau de la dépendance spatiale. Si l'on jette un caillou dans une mare et que l'on fait une photo de façon instantanée, vous avez ce type de résultat. Alors ici, ce n'est pas un caillou jeté dans une mare, mais une pointe de stylet qui est venue taper sur la surface d'un liquide qui était positionné dans ce que l'on appelle une cuve à ondes. Le but étant d'observer les phénomènes. Si on fait une photo donc à un instant donné et que l'on se déplace ici en fonction du rayon par rapport à l'endroit d'impact, on remarque que la hauteur de l'eau dépend de l'espace. Nous avons donc aussi une dépendance spatiale de l'onde. Donc, cette dépendance spatiale peut être exprimée un peu plus mathématiquement en repérant cette fois-ci la hauteur de l'eau ou du liquide dans la cuve d'onde en fonction, cette fois-ci, de la distance. On remarque qu'il existe une certaine distance au-delà de laquelle le phénomène se reproduit, c'est-à-dire pour laquelle l'eau aura la même hauteur, que ce soit ici, ici, ou ici, ou ici. Cette distance est appelée la longueur d'onde de l'onde, justement. Donc, la période spatiale lambda qu'on appelle la longueur d'onde, son unité est notée en mètres. Et on définit, comme nous avions défini la pulsation au niveau fréquentiel, on définit le nombre d'ondes K comme 2π sur lambda. K, l'unité de K est le mètre moins 1. Voyons maintenant comment la dépendance spatiale et la dépendance temporelle de l'onde peuvent être liées. Ceci est fait à travers une constante que l'on appelle la vitesse de phase. Donc le rapport entre la longueur d'onde et la période de l'onde est appelé vitesse de phase, qui donc par définition est donnée par la formule suivante. La vitesse de phase, c'est la longueur d'onde divisée par la période, ou aussi la pulsation divisée par le nombre d'ondes. On remarque que la dimension de la vitesse de phase, c'est des mètres divisés par des secondes. Néanmoins, il faut faire extrêmement attention. La vitesse de phase n'est pas une vitesse au sens mécanique du terme. Il s'agit tout simplement du rapport entre une distance et une durée. Il ne s'agit pas du tout du déplacement de matière. En ce sens, on peut donc avoir une vitesse de phase qui peut être supérieure à la vitesse de la lumière. Les Anglais font très bien la différence entre la vitesse de phase et la vitesse. Il y en a une qui est appelée velocity et l'autre qui est appelée speed. En français, on utilise le même mot, mais faites bien attention, la vitesse de phase ne décrit pas le déplacement de matière ou le déplacement d'une énergie. Voyons maintenant quelle est la relation mathématique que doivent vérifier toutes les ondes. Alors,
Mathématiquement, après de nombreuses pages de calcul, à peu près 3 ou 4, on peut démontrer que toutes les ondes de la forme donc U qui dépendent de l'espace, c'est-à-dire de X, Y, Z et T, et du temps, qui dépendent du temps aussi, vérifient la relation suivante, qui est Laplacien de U moins 1 sur la vitesse de phase au carré, la dérivée seconde de U par rapport au temps égale 0. Cette équation est appelée équation d'onde. C'est une forme d'équation que l'on retrouve extrêmement souvent en physique. Ce qu'il faut noter, c'est que l'équation d'onde lie la dépendance spatiale de la fonction, à travers ici le Laplacien de U, à la dépendance temporelle de l'onde, à travers ici sa dérivée seconde par rapport au temps. Bien sûr, pour que les deux quantités soient homogènes, la vitesse de phase est ici au carré. Alors, qu'est-ce que le Laplacien? À titre de rappel, peut-être que certains d'entre vous ne s'en rappellent pas. Le Laplacien, c'est tout simplement la dérivée seconde, la somme des dérivées partielles secondes de la fonction par rapport à chacune des dimensions de l'espace. Je vous ai mis ici la formule du Laplacien dans le cas des coordonnées cartésiennes. Malheureusement, si on doit traiter excusez-moi, le même problème dans le cas de coordonnées sphériques, la relation devient un peu plus complexe. Néanmoins, le principe reste le même. Donc, voyons maintenant quels sont les principaux types d'ondes auxquels nous serons confrontés lorsque nous étudierons des systèmes optiques. Donc, le premier type d'onde que nous voyons, c'est l'onde sphérique. C'est celle que l'on génère à partir d'un point source, donc par exemple une source de lumière, et on voit que nous avons une onde qui se propage. La formule mathématique de l'onde sphérique est la suivante. On a une fonction U de R, donc des dimensions de l'espace et du T, et du temps, qui est de la forme suivante, une constante qui donne la dimension physique, que divise la distance par rapport au centre, que va multiplier cosinus oméga t plus ou moins kr. Alors, nous reviendrons plus tard sur la signification de ce signe, qui peut être positif ou négatif. Nous voyons ici la dimension temporelle et la relation temporelle de l'onde, et ici la relation spatiale. Ce qu'il faut noter, c'est d'une part que l'amplitude de l'onde décroît avec la distance, d'autre part que l'amplitude de l'onde ne dépend que de la distance par rapport à l'origine, et que donc les zones d'équi-amplitude sont définies autour de sphères. Le deuxième type d'onde que l'on utilisera assez couramment et que l'on rencontrera couramment est l'onde plane. Cette fois-ci, pour générer une onde plane, on ne va pas, non pas utiliser un point source, mais une infinité de points sources qui sont tous excités en même temps. Dans ce cas-là, on n'excite pas simplement un point, mais toute une ligne ici. Et, bien sûr, cette ligne se propage selon cette direction. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que cette fois-ci, on n'a pas non plus des cercles qui se propagent, mais des lignes. Ou plutôt, si on regarde de façon en 3 dimensions, ce que l'on voit ici juste du dessus, ce sont des plans qui avancent. D'accord ? La distance, la direction de propagation est donnée par le vecteur d'onde que l'on note K. Donc, mathématiquement, on peut représenter les ondes planes de la façon suivante. La fonction U de R et de T
va maintenant être noté A, qui est une constante qui va donner la dimension physique, cosinus oméga t plus ou moins k r. Vous voyez ici que par rapport à l'onde sphérique, le simple produit des valeurs scalaires a été remplacé par un produit scalaire de vecteurs, ce qui veut dire que l'onde ne se propage que selon la direction fixée par le vecteur k. D'autre part, on voit qu'il n'y a pas de décroissance de l'amplitude de l'onde et que l'amplitude maximum de l'onde reste constante au cours de la propagation. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nous reviendrons sur la signification des signes plus ou moins dans les expressions des ondes sphériques ou des ondes planes. Voyons maintenant ce que c'est qu'une onde progressive. Une onde progressive, c'est tout simplement une onde dans laquelle, ici, la relation entre la dépendance temporelle et la dépendance spatiale est ici donnée par un signe moins. Nous avons une soustraction. Alors, pourquoi ce type d'onde est appelé onde progressive? Ce petit schéma va nous aider à comprendre. Nous avons des maximums d'amplitude pour la fonction lorsque la différence oméga t1 moins kx1, ici au temps 1, est égale à un multiple entier de pi. D'accord? Donc, ça nous fixe, si on fixe le temps t1, ça va nous fixer la position x1 pour laquelle l'onde va être maximale. Maintenant, que se passe-t-il si on regarde l'onde à un temps t2 qui est plus grand que t1? Nous avons donc ici, de nouveau pour trouver le maximum de l'onde, à vérifier la relation oméga t2 moins kx2 égale un multiple entier de pi. Or, comme oméga t2 a grandi, puisque t2 a grandi, pour que cette relation soit toujours égale à la même quantité, il faut aussi que kx2 ait grandi. C'est pourquoi x2 a été déplacé vers les x croissants. On peut procéder de même pour un troisième temps t3 qui est encore plus grand que t2. Et bien sûr, toujours pour vérifier la relation, il faut donc que kx3 soit plus grand et donc que x3 grandisse et aille vers les x croissants. Donc si on regarde les dessins, cela entraîne un glissement de l'onde vers les x croissants. On dit donc que l'onde se propage de façon ici progressive. Nous allons vers les x croissants. Je vous ai laissé ici en référence l'onde telle qu'elle était à l'instant t1. On voit que l'onde à l'instant t2 est légèrement décalée vers la droite, où sont les x croissantes par rapport à l'instant t1, et l'onde à l'instant t3 est encore plus décalée. Bien, de façon à visualiser ça de façon un peu plus claire, j'ai mis en place une petite animation. Vous avez ici, sur cette image, tout simplement une onde plane qui est représentée à un instant t donné. Vous voyez les lignes claires qui représentent les maximums d'amplitude de l'onde et les lignes foncées qui représentent les minimums d'amplitude. Maintenant, si on fait défiler le temps, voilà ce qui se passe. Nous avons des minimums et des maximums d'amplitude qui se décalent vers la droite. Nous avons donc, si les x croissants sont référencés vers la droite, nous avons donc une onde qui se déplace vers les x croissants, donc une onde progressive. Alors, la notion d'onde progressive ou régressive n'est pas réservée aux ondes planes. On peut aussi observer ce phénomène sur les ondes sphériques. Vous voyez ici le centre de l'onde et puis les rayons qui se propagent. Alors,
Sur cette image légèrement déformée en raison des problèmes vidéo, vous n'avez pas forcément un cercle parfait, mais ce n'est qu'un problème visuel. Il s'agit effectivement d'une onde sphérique. Par ailleurs, de façon à bien mettre en évidence les phénomènes, la décroissance de l'amplitude en 1 sur R a été négligée. Néanmoins, on voit, si on fait défiler le temps, toujours l'effet de la propagation de l'onde. On a l'impression que l'onde est émise, vient du centre de l'onde sphérique et qu'elle se décale et se déplace vers les rayons croissants. Bien, donc une fois que nous avons vu ce que sont les ondes progressives, nous pouvons procéder de même pour déterminer ce que sont les ondes régressives. Donc, les ondes régressives sont définies cette fois-ci de la façon suivante. Dans la formule de l'onde, au lieu d'avoir une dépendance ici en oméga t moins kx, le moins est remplacé par un signe plus. On conçoit assez rapidement les conséquences que cela va avoir. Il suffit de regarder la diapositive suivante pour s'en rendre compte. Encore une fois, les maximums d'amplitude de l'onde sont définis lorsque oméga T1 plus Kx1 est égal à un multiple entier de pi. Donc, si autant T2 plus grand que T1, on veut aussi avoir un maximum d'amplitude. Donc, on aura oméga T2 plus Kx2 qui vaudra 2nπ. Pour que cette relation soit toujours vraie, puisque T2 est plus grand que T1, il faut que cette relation-là reste constante. Il faut donc que Kx2 est diminué, donc que X2 est diminué. C'est-à-dire que si on regarde entre ce dessin et ce dessin-là, nous avons X1, la position ici du maximum d'amplitude. Autant T2, la position du maximum d'amplitude sera à X2, c'est-à-dire décalée vers les X décroissants, vers la gauche sur ce schéma. Bien sûr, si on prend T3 plus grand que T2, nous aurons cette fois-ci oméga 3 plus Kx3 qui vaudra 2nπ pour donc une valeur de x3 qui sera encore beaucoup plus faible que celle de x1 par exemple. Ainsi, si on regarde l'évolution de l'onde en fonction du temps, ici je vous ai laissé l'onde à l'instant t1 en point de repère, vous l'avez aussi ici, on a l'impression que l'onde a reculé par rapport à la diapositive. Dans notre cas, elle s'est déplacée vers la gauche. On parle donc d'une onde régressive. Nous allons maintenant voir en fait que la lumière est aussi une onde. Donc, la lumière est une onde électromagnétique. Nous n'allons pas le démontrer dans le cadre de cette leçon, c'est le but de la dernière leçon du cours. Je vous demanderai d'admettre ce fait. Et en fait, nous voyons en regardant sur cette diapositive que la lumière est constituée en fait d'un couple de champs électriques et magnétiques qui se propagent, d'une onde qui se propage selon une certaine direction. Nous reverrons plus tard que les champs électriques et magnétiques sont couplés entre eux et en plus qu'ils sont orthogonaux entre eux. Vous avez ici en couleur orange le champ électrique, l'évolution du champ électrique, et en couleur verte l'évolution du champ magnétique. Ici, le champ magnétique est dans le plan, est compris dans le plan YZ, tandis que le champ électrique est dans le plan XZ, plan vertical. Donc, voyons maintenant ce qui caractérise l'onde donc de fait électromagnétique et notre onde optique. Eh bien, comme toutes les ondes, elle a une vitesse de phase. Et cette vitesse de phase est tout simplement C sur n, c'est-à-dire
la vitesse de propagation des rayons dans le vide. Nous avons donc ici une analogie entre la théorie des rayons et la théorie ondulatoire. Où se situent les fréquences optiques dans le spectre électromagnétique? Je vous ai représenté ici un échantillon du spectre électromagnétique où vous avez en haut les fréquences, en bas les longueurs d'onde. Bien sûr, quand les fréquences augmentent, les longueurs d'onde diminuent. Je vous rappelle que l'un et l'autre sont liés puisque la vitesse de phase relie la longueur d'onde à la période de l'onde, donc à la fréquence. Nous commençons par des fréquences extrêmement basses, celles que vous avez vues en électronique, qui sont de l'ordre du kilohertz. Donc, ce sont toutes les fréquences qui sont liées à l'électronique. VLF veut dire Very Low Frequency. Après, nous avons les basses fréquences, les moyennes fréquences. On approche du mégahertz. Pour arriver aux hautes fréquences et aux très hautes fréquences. Ici, vous arrivez dans un type d'application qui correspond donc à ce qu'il y a au niveau des émissions radio et radio FM. Vous avez la modulation d'amplitude qui est située aux alentours du mégahertz et la modulation de fréquence qui est située autour de la centaine de mégahertz. Quand vous recevez une radio FM, vous recevez une onde électromagnétique. Si on monte plus haut en fréquence et qu'on en arrive au niveau du gigahertz ou de quelques gigahertz, on tombe dans le domaine des télécommunications par satellite. Et puis, si on dépasse le térahertz, on définit ce qu'on appelle le domaine des ondes lumineuses au sens large. Pourquoi au sens large? Parce que si on commence ici aux alentours du térahertz, qui correspond à une longueur d'onde à peu près de l'ordre d'1 mm et plus petit que 2 mm, nous sommes dans un domaine optique que l'on appelle l'infrarouge thermique. C'est celui qui est utilisé en particulier dans toutes les caméras de visée nocturne par les militaires. Et puis, nous avons, si nous allons à l'opposé de la bande, ici, dans les longueurs d'onde qui sont bien inférieures au micromètre et qui sont de l'ordre du nanomètre, nous sommes dans les longueurs d'onde dites ultraviolettes, à la limite des longueurs d'onde rayon X. Donc des longueurs d'onde, ce sont celles qui vous font bronzer tout simplement, c'est le rayonnement qui est hautement énergétique et que l'œil n'est pas capable de détecter. Donc quelle est la base et le domaine de fréquence que notre œil est capable de détecter? C'est le domaine du visible qui est, dans ce cas, compris aux alentours à peu près de 1 micron en longueur d'onde, qui est en fait entre 0,4 et 0,6 microns. Bien sûr, ces valeurs peuvent varier selon la sensibilité des yeux des personnes. N'oublions pas que l'œil est un système biologique et que chaque personne a un œil qui est différent. Ces valeurs sont donc des valeurs moyennes. En moyenne, l'œil peut détecter des rayonnements électromagnétiques dont les longueurs d'onde sont comprises entre 0,4 et 0,6 microns. Si on regarde en fréquence, cela veut dire que votre œil est capable de détecter un champ électrique et un champ magnétique dont la fréquence est de l'ordre de 10 puissance 15 Hz. Donc, nous avons vu que la lumière était une onde électromagnétique. Néanmoins, nous avons, lors des leçons précédentes, toujours traité la lumière comme des rayons, comme de l'optique géométrique. Donc, quel lien peut-on faire entre les deux systèmes, les deux modèles? En fait, si on regarde une onde, on s'aperçoit pour l'onde sphérique que les surfaces d'équi amplitude, que l'on appelle les fronts d'onde, sont situés sur des cercles. Et nous avons vu, lorsque nous avons une onde progressive, nous avons l'impression que l'onde part du centre et qu'elle s'écarte. De même, quand nous avons une onde plane,
nous avons l'impression que les fronts d'onde, qui sont les éléments d'égale amplitude, se déplacent vers la droite ou vers la gauche selon que l'onde est progressive ou régressive. On peut donc assimiler la direction de propagation de l'onde au rayon. D'accord? Donc les rayons, finalement, sont tout simplement les normales au front d'onde. Donc dans ce cas-là, ils sont situés ici, et dans le cas d'une onde plane, ils seront orthogonaux au front d'onde. Nous voyons que dans le cas des ondes planes, les fronts d'onde s'identifient avec le vecteur d'onde. Alors, nous pouvons vérifier cette correspondance entre l'optique géométrique et sa description ondulatoire en regardant l'effet des éléments optiques simples sur une onde. Commençons tout d'abord par voir l'effet d'une lentille convergente sur une onde. Voici la description du problème. Nous avons un point source P ici qui constitue en fait notre objet, et ce point source P émet donc une onde sphérique. Cette onde sphérique va rencontrer une lentille et nous cherchons à savoir comment l'onde va être transformée par la lentille et quel va être son comportement en sortie. Alors, le point source émet donc une onde sphérique avec un certain espacement entre les divers fronts d'onde que l'on a noté ici D1. Lorsque une partie de l'onde sphérique rencontre la lentille, que va-t-il se passer? On remarque que de par la forme de la lentille, c'est le centre du front d'onde qui rencontre la lentille en premier. L'extérieur, les bords du front d'onde ne rencontrent pas la lentille. Donc, le centre du front d'onde va se propager dans un milieu d'indice plus élevé que l'extérieur du front d'onde. Ainsi, le centre du front d'onde va être ralenti, tandis que l'extérieur continue à se propager librement. En conséquence, on a ici un aplanissement ou une réduction, une augmentation du rayon de courbure de l'onde sphérique. Lorsqu'on a passé la moitié à peu près de la lentille, que se passe-t-il ici, de nouveau? On se retrouve avec un phénomène similaire, mais inverse, c'est-à-dire qu'on sort cette fois-ci de la lentille et que le centre du front d'onde est encore dans la lentille avec une vitesse lente, tandis que l'extérieur du front d'onde est sorti de sa lentille et peut de nouveau reprendre sa vitesse originale. On a tellement augmenté le rayon de courbure qu'en fait, on a été jusqu'à inverser son signe. Dans ce cas, ainsi, l'onde sphérique qui se propageait dans ce sens-là a été inversée et on a l'impression de voir cette fois-ci une onde régressive qui va se propager jusqu'au point P', P' se comportant comme la source d'une onde sphérique régressive qui va vers lui. P' est ainsi l'image du point P. On voit donc que si on décrit le fonctionnement d'une lentille en utilisant un formalisme ondulatoire, on peut obtenir les mêmes résultats que ceux obtenus en optique géométrique. Alors, vérifions ça avec les deux éléments qu'il nous reste, les deux éléments élémentaires qu'il nous reste à voir, c'est-à-dire la lentille divergente. Alors, là encore, posons le problème. Nous avons un point source P qui émet une onde sphérique. Cette onde sphérique va rencontrer une lentille divergente
ici une lentille biconcave avec deux rayons de courbure, ici et ici. Que se passe-t-il lorsque la lumière se propage librement? Nous avons un certain espacement entre les fronts d'onde qui est fixé par la longueur d'onde. Lorsque l'onde rencontre la lentille, il arrive que l'extérieur du front d'onde rentre dans le matériau avant l'intérieur, le centre du front d'onde. Dans ce cas, que se passe-t-il? L'extérieur du front d'onde est ralenti, tandis que le centre du front d'onde peut encore se propager librement. La conséquence est que le rayon de courbure est diminué. Donc, on augmente ici la courbure de l'onde. Ce phénomène est amplifié par la deuxième interface, puisque cette interface est aussi concave. Le centre du front d'onde sort donc plus vite de la lentille que l'extérieur. Il reprend donc plus rapidement sa vitesse initiale et la courbure en est encore diminuée. En conséquence, on a l'impression, la courbure en est encore augmentée, le rayon de courbure est encore diminué. On a donc l'impression que l'onde qui est émise par la lentille divergente ne vient pas du point source P, mais d'un autre point source qui serait ici le point source P'. On retrouve dans le cas donc, des lentilles divergentes les résultats que nous aurions aussi obtenus en optique géométrique. Le dernier cas qui nous reste à voir est celui du prisme. Donc, nous aurions pu traiter un prisme en réflexion. Nous avons choisi de traiter le cas du prisme en déviation. Et pour changer et aussi pour simplifier un peu les dessins, nous allons traiter cette fois-ci non pas une onde sphérique, mais nous allons partir d'une onde plane. Donc, nous avons ici une onde plane incidente qui est représentée. Les fronts d'onde sont représentés par les traits bleus. Et nous avons le rayon équivalent qui est associé au vecteur d'onde qui est représenté en orange. L'onde plane se propage librement jusqu'à ce qu'une partie de ces fronts d'onde rencontre le prisme. Dès lors, que se passe-t-il? Il se passe que les fronts d'onde qui ont rencontré le prisme sont ralentis et l'espace ici entre les divers fronts d'onde est réduit. Nous avons donc dans le prisme une onde qui se propage plus doucement. Néanmoins, l'onde à l'extérieur, ici, continue à se propager rapidement. L'effet donc du prisme sur le front d'onde, c'est de faire tourner la direction de propagation de l'onde plane. Nous avons le même phénomène qui se reproduit à la sortie, c'est-à-dire que l'extérieur ici du front d'onde voit plus vite le milieu ambiant qui, dans notre cas, est l'air, donc reprend de façon plus rapide sa vitesse originelle et donc se met à avoir un espacement plus grand. Or, le front d'onde étant continu, comme ici l'espacement est plus étroit, la seule façon de maintenir la continuité des fronts d'onde tout en ayant des espacements différents dans le prisme et dans l'air est de courber le rayon. Ainsi, un prisme va dévier l'onde plane et va la faire changer de direction de propagation. Néanmoins, il ne change pas la nature de l'onde, c'est-à-dire que l'onde plane reste une onde plane. Il ne va pas transformer une onde plane en une onde sphérique. Ce résultat et ce comportement est conforme à celui que nous avions trouvé en optique géométrique. En conclusion de cette leçon, je vais vous rappeler les principaux sujets que nous avons abordés.
Tout d'abord, en ce qui concerne les ondes, nous avons vu que d'une façon générale, les ondes vérifient l'équation d'onde, qui est une équation mathématique qui relie donc les dépendances spatiales des valeurs de l'onde aux dépendances temporelles. Le paramètre qui permet de relier ces deux dépendances est appelé vitesse de phase. Cette vitesse de phase que l'on note Vφ est une vitesse fictive. Il ne s'agit en effet pas du déplacement de matière ou d'énergie. Il s'agit tout simplement du rapport entre la longueur d'onde et la période de l'onde. Ça a la dimension d'une vitesse, mais ce n'est pas une vitesse. Pour preuve, il est possible d'avoir certaines conditions dans lesquelles la vitesse de phase peut être supérieure à la vitesse de la lumière. Nous avons vu de plus les principaux types d'ondes que l'on peut rencontrer lorsque l'on parle d'optique. Ces ondes sont les ondes planes et les ondes sphériques. Nous avons vu que nous pouvons assimiler la lumière à une onde. Donc, dans ce cas-là, il faut relier la théorie des rayons à la théorie ondulatoire. Ceci peut être fait en disant que la vitesse de propagation des rayons est égale à la vitesse de phase, c'est-à-dire la vitesse de la lumière dans le vide divisée par l'indice de réfraction du milieu dans lequel l'onde se propage. D'autre part, pour relier la théorie de l'optique géométrie à la théorie de l'optique ondulatoire, il a fallu relier la notion de rayon à la notion de plan d'onde ou de front d'onde. Pour ce faire, nous avons remarqué que les rayons pouvaient être considérés comme la direction de propagation de l'onde qui est fixée en fait par la perpendiculaire au front d'onde. Cette leçon est maintenant terminée. La prochaine leçon sera consacrée à l'étude de deux phénomènes particuliers liés à l'optique ondulatoire, c'est-à-dire les phénomènes d'interférence et les phénomènes de diffraction. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.